Si je vous dis geyser, vous pensez à quoi en premier lieu? Vous avez en tête d'immenses panaches de gaz et surtout d'eau qui apparaissent spontanément et régulièrement dans divers endroits du globe, dans des lieux où l'activité volcanique y est intimement liée. Il y a des geysers artificiels, comme le jet d'eau de Genève, et il y en a d'autres totalement naturels. Malgré leur célébrité, on n'en trouve que dans une quinzaine de pays dans le monde, ce qui souligne la rareté du phénomène. Pour obtenir un geyser, vous devez avoir une source d'eau souterraine, soit venant d'une nappe phréatique, soit de l'eau venant de précipitations qui se sont infiltrées dans le sol. Et cette source se trouve sous terre, mais quand même au-dessus d'une chambre magmatique, là où la chaleur de la terre est présente. Quand l'eau s'infiltre dans la chambre de confinement, elle est chauffée par l'activité géothermique, quitte à se vaporiser en gaz. Et comme le gaz prend beaucoup plus d'espace que le liquide, la pression augmente et c'est finalement toute l'eau qui s'échappe par un conduit étroit entre la chambre de confinement et la surface. Et paf, ça fait des chocs à pic, ou plutôt des geysers. Les geysers, comme tous les panaches de cendres également, sont intimement liés à l'activité volcanique sur Terre. Et du coup, vu qu'on est sur une chaîne d'astronomie et d'espace, est-ce que ça existe sur d'autres corps célestes que le nôtre? Oui. Bien sûr, sinon il n'y aurait pas de vidéo. Et vous allez voir qu'à titre de comparaison, ceux de Yellowstone ou en Islande, les plus grands, les plus hauts du monde, c'est un peu des amateurs. Et comme à mon habitude, il faut que je vous raconte une petite histoire. Le 5 septembre 1977, la NASA lance Voyager 1, une sonde du programme du même nom, destinée au survol de Jupiter et Saturne. J'ai même plus besoin de vous la présenter, c'est l'une des sondes les plus importantes et les plus connues de l'histoire de l'humanité. Derrière Voyager 2, parce que elle a fait plus de trucs. Mais bon, c'est pas le sujet. Bref, un an plus tard, en décembre 1978, la sonde s'approche de Jupiter. Et même si elle se trouve encore à des millions de kilomètres de la géante gazeuse, sa mission d'exploration et d'observation commence déjà avec un nombre considérable de photographies et de timelapses en focale très longue. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le survol du système julien, notamment en mars 1979, où elle s'approchera au plus près de Io. Io, c'est l'une des 4 lunes galiléennes de Jupiter, et accessoirement l'une des plus intéressantes. Mais à l'époque, on ne se doutait même pas une seule seconde des découvertes que l'on allait faire jusqu'à aujourd'hui à sa surface. Pendant longtemps, on a cru que Io était un astre géologiquement mort, un petit peu comme la surface de la Lune. D'ailleurs, l'une des premières images, c'est celle-ci. Bon, ne vous fiez pas à la perspective, cette photo elle a été prise en focale extrêmement longue, c'est pour ça que Jupiter est si grosse juste derrière. En gros, c'est un zoom énorme, si vous préférez. On observe des plaines, ce qui semble être des cratères d'impact, bref, des trucs similaires à notre propre satellite. Sauf que ces cratères ne sont pas des cratères d'impact, mais un autre type qui va trahir l'activité de Io. Quand Voyager 1 détectera la présence de sodium dans de possibles nuages à la surface de son atmosphère très fine, les doutes vont commencer à émerger. Mais on retiendra surtout cette image, reçue par les scientifiques de la NASA, surpris de voir ce qui semble être une autre lune derrière Io. Au vu de la perspective, ce satellite pourrait être aussi gros que les 4 lunes galiléennes. Et là, le doute s'installe clairement. On est en 1979, à une époque où on avait déjà découvert Charon, la lune autour de Pluton, par le biais d'observations indirectes. Comment, à cette époque-là, on est loupé dans le système de Jupiter une lune aussi grosse que les plus grosses lunes du système solaire? Et Jupiter, c'est quand même 10 fois plus proche de la Terre que n'est Pluton. Et bien peut-être parce que ce n'est pas une lune, mais bien un phénomène directement lié à la surface de Io. Ce qu'on voit là, c'est un immense panache de gaz et de cendres qui s'élève à plus de 150 km d'altitude. À titre de comparaison, c'est comme si on avait des panaches terrestres qui s'élèvent à 525 km, plus haut que l'orbite de croisière de la Station Spatiale Internationale. D'ailleurs, sur ce cliché, on ne voit pas un, mais 2 phénomènes volcaniques. Le deuxième étant la tache blanche surexposée qui se trouve vers le terminateur, la limite entre la face éclairée par le soleil et la face dans l'ombre de la Lune. C'est un autre nuage, moins grand, mais plus lumineux car il reflète directement les rayons du soleil. Cette image, prise le 8 mars 1979 et à plusieurs millions de kilomètres du satellite, est l'une des plus importantes de toute l'histoire de l'exploration spatiale, si bien qu'elle appartient à une catégorie exceptionnellement rare qu'on appelle les Discovery Images, ou images de découverte en français.
Il n'y a pas vraiment de traduction. En gros, c'est lorsqu'on découvre un phénomène totalement inconnu par le biais d'une photographie, comme par hasard. Par exemple, ça c'est la Discovery Image d'une lune de Saturne, découverte avec une photo de ses anneaux en 2004. Totalement par hasard, comme ça. Et concernant Io, elle est très importante parce qu'elle a révélé pour la première fois son volcanisme, jusque-là insoupçonné. Le volcanisme sur Io est le plus actif de tout le système solaire, et de très loin. C'est surtout lié à sa proximité avec Jupiter, puisque son orbite est très proche. Son influence gravitationnelle, magnétique et les forces de marée sont tellement impressionnantes qu'elles réchauffent les couches internes du satellite, ce qui lui permet de maintenir une activité volcanique à sa surface. Les cratères d'impact sont finalement des cratères de volcans. C'est bien simple, il est impossible de cartographier Io, du moins sur le long terme. Entre la visite de Voyager 1 en 1979 et celle de la sonde New Horizons en 2007, 28 ans plus tard, la surface a eu le temps de changer. D'ailleurs, à propos de New Horizons, très bonne transition, je suis un génie, cette sonde est principalement connue pour son survol unique du système plutonien en juillet 2015. Mais pour ce faire, elle a d'abord dû passer par Jupiter pour faire une assistance gravitationnelle le 28 février 2007. Lors de cette assistance, elle aura l'occasion de prendre une série de clichés époustouflants prises en 8 minutes d'une éruption du volcan Tvashtar avec des panaches de gaz qui s'élèvent à plus de 330 km d'altitude. Et d'ailleurs, sans parler de New Horizons, voici un autre panache, celui du Masubi, en 1999. Et ça, c'est la photo d'un réel geyser appelé Prometheus qui atteint l'espace et estimé à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude. Tiens, ça me fait aussi penser à cette photo devenue célèbre également. Vous voyez le truc rouge? C'est un lac de lave. Gigantesque. Si jamais les démons attaquaient la Terre, comme dans Doom, avant d'accuser Vénus ou les enfers, pensez d'abord simplement à Io. On sait jamais. Alors certes, tout ce qu'on a vu là, ce ne sont pas vraiment des geysers. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que la photo de Voyager 1 a révélé pour la première fois dans l'histoire la présence d'une activité volcanique sur un monde extraterrestre. On savait depuis le survol des sondes Viking autour de Mars que le volcanisme était présent à la surface de notre voisine rougeâtre. Mais malgré les volcans et calderas qui se comptent par dizaines, on sait que Mars est géologiquement inactif depuis très longtemps. La dernière éruption de Olympus Mons date d'il y a plusieurs millions d'années. Mais les geysers ne sont pas uniquement liés au volcanisme classique. Il y a aussi le cryovolcanisme qui fait intervenir du méthane, de l'ammoniac et aussi de l'eau dans des températures négatives. Autour des géantes gazeuses, il existe plusieurs lunes qui possèdent un océan souterrain subglaciaire, donc sous une croûte de glace, et une activité géothermique très importante. Encelade, Europe, Ganymède, Triton, Titan et j'en passe. Encelade est un très bon exemple. En plus d'être une candidate sérieuse à l'apparition d'une vie extraterrestre, cette minuscule lune d'à peine 500 km de diamètre et orbitant autour de Saturne s'est révélée avoir une activité cryovolcanique extrêmement intense. La sonde Cassini a pu immortaliser des geysers immenses qui s'échappent de la surface et qui fonctionnent de la même manière que sur Terre. On retrouve ce même phénomène sur Europe également, orbitant autour de Jupiter. Triton, la plus grosse lune de Neptune cette fois-ci, possède les mêmes caractéristiques. L'unique survol de Voyager 2 en 1989 est le seul passage rapproché de cette petite lune, et accessoirement le seul passage rapproché de tout le système neptunien. Et ouais, Neptune n'a été visité qu'une seule fois. Mais c'était suffisant pour en apprendre beaucoup sur la géologie interne de Pluton, dont son activité volcanique qui est très importante. Encore une fois, pas de lave en fusion, là c'est du cryovolcanisme qui fait intervenir de l'eau. Sa surface est tellement irrégulière qu'on a découvert ce qu'on surnomme des rayures de tigre. Ce sont des énormes sillons qui trahissent une activité géothermique avec des geysers qui libèrent la pression de l'eau à la surface et qui atteignent les 8 km de hauteur, soit la taille de l'Everest. Yellowstone à côté, c'est vraiment pas grand chose. Après, ils trichent un petit peu, parce que si nos voisines nous mettent des vitesses sur ce genre de phénomène, c'est aussi et surtout grâce à leur très faible pesanteur, ce qui leur permet d'avoir des grosses montagnes, des gros cratères et des geysers qui atteignent facilement l'espace.
Et ouais, ce sont des lunes des dizaines, des centaines, voire des milliers de fois moins massifs que la Terre. Encelade par exemple, ou Triton, ce sont des billes, font à peine la taille de la France. N'oubliez pas que si jamais vous observez un phénomène naturel rare mais impressionnant sur Terre, dites-vous qu'il y a de petites chances que nous ne soyons pas la seule planète à abriter ce phénomène, et qu'au contraire, on est loin d'avoir la médaille d'or. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, c'est important pour le référencement, activer la cloche et regarder les autres vidéos. À la prochaine!